Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, le parti Yoonu Askan Wi, mouvement pour l'autonomie populaire, quitte la mouvance présidentielle. Yoonu Askan Wi a désormais pour ambition de mettre en place une force politique unie. Et puis en économie, Dakar reçoit depuis hier une délégation marocaine composée de 18 entreprises, une visite d'affaires pour prospecter le marché sénégalais. C'est ce mercredi 4 mai que la communauté mouride se souvient de Serigne Fallou Mbacké. À l'occasion du Magal de Kazu Rajab, la rédaction revient sur la vie et l'œuvre du deuxième khalife du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, et le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. La communauté mouride célèbre ce 4 mai le Kazu Rajab ou le Magal de Serigne Fallou Mbacké, un événement marquant l'anniversaire de naissance du deuxième khalife général des mourides, Cheikh Ahmadou Fadel Mbacké de son vrai nom, et le plus célèbre des héritiers de son père, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qui est le fondateur du mouridisme. Fama Dione nous fait son portrait. La tradition de la célébration du Kazu Rajab remonte aux années 60, précisément à l'an 1963. Cette année-là, son anniversaire revenu, Serigne Fallou quitta Touba quelque temps avant le coucher du soleil. Destination, Darussalam, son lieu de naissance, afin d'y passer la nuit en prière. Le lendemain, au sortir de sa retraite, Serigne Fallou se rendit au domicile de Serigne Afia Niang. L'accueil fut chaleureux et empreint de piété pour donner à l'événement un caractère festif. À la dimension de l'immense honneur que Serigne Fallou venait de faire à Serigne Afia Niang, on servit du thé, des biscuits et autres friandises. 3 années durant, on consacra la même formule de célébration. On l'appelait alors Ngangui, c'est-à-dire réception d'un hôte de marque. Et chaque fois, c'était la même ambiance festive dans le même cadre strictement familial. À l'évidence, une telle discrétion de la célébration ne pouvait pas perdurer, car l'événement commençait à avoir un certain retentissement parmi les disciples. Kazu Rajab célèbre ainsi Cheikh Mohamedou Fadel, sans doute le plus célèbre des héritiers de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, communément appelé Serigne Fallou Mbacké. Ce deuxième khalife de Serigne Touba était crédité du don de voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait de son vivant à nos jours. Nombreuses sont les personnes qui demeurent avec conviction qu'il suffit de faire appel cette fois à Serigne Fallou pour réaliser ses vœux. En politique, le parti Yoonu Askan Wi, mouvement pour l'autonomie populaire, quitte la mouvance présidentielle. Les camarades de Madieye Mbodj l'ont fait savoir en conférence de presse cet après-midi à leur siège. Selon le délégué général adjoint et porte-parole national du parti Madieye Mbodj, la coalition Benno Bokk Yakaar a fait preuve d'une grande passivité. Il ajoute que Yoonu Askan Wi a désormais pour ambition de mettre en place une puissante force politique unie, de confectionner une nouvelle charte des assises nationales et ancrer la souveraineté économique et politique dans la perspective d'un plan Sénégal indépendant contre le bradage du patrimoine national. La première conférence sur la Grande Muraille Verte s'est ouverte à Dakar hier avec comme thème « Restauration des paysages d'Afrique, la voie à suivre ». L'objectif est de trouver des voies et moyens pour lutter de manière efficace contre la désertification en Afrique. Pendant 6 jours, cette rencontre va regrouper des ministres de plusieurs pays d'Afrique, mais aussi des experts venus du monde entier. Fama Dione a assisté à la conférence avec nos confrères d'APA News. Restauration des paysages africains, la voie à suivre, c'est le thème de la première conférence sur l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Lutter contre la sécheresse, la désertification et la dégradation des terres, une préoccupation des pays membres de la Grande Muraille Verte. Nous savons que 80% des populations en Afrique vivent des retombées de la terre. Or, 40% de ces terres sont dégradées. Alors, dans certaines zones, notamment dans les pays sahéliens, c'est pratiquement 95% des populations vivent de l'agriculture et de l'élevage. Et que lorsque ces terres sont dégradées, vous voyez aisément les conséquences en termes de lutte contre la faim. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, l'Afrique a perdu 12 millions d'hectares de terre entre 1990 et 2000.
À la lecture de ce rapport, il urge de mettre en place des stratégies. Ce que nous avons compris comme étant des pôles ruraux d'émergence économique, qui à la longue, en 2025, pourraient être des pôles de production et de développement durable, résilients au changement climatique, mais apportant évidemment des impacts aux revenus de nos pays. Présent à cette conférence, le ministre mauritanien de l'Environnement a salué les efforts fournis par le Sénégal en matière de lutte contre la sécheresse. Il a précisé que son pays est l'un des plus exposés en Afrique. La Mauritanie a eu à faire sa stratégie et son plan d'action qui découle de la stratégie et de l'action globale. En plus de ça, il fallait aussi de mettre en place des organes de structures nationales. Cette première conférence sur la Grande Muraille Verte sera l'occasion pour les participants de se pencher sur la vulnérabilité des quelques 425 millions d'Africains face à la sécheresse, à la désertification. Durant 6 jours, ils se retrouvent à Dakar pour faire face à ces phénomènes. Je vous l'annonçais en titre, Dakar reçoit depuis hier une délégation de 18 entreprises marocaines spécialisées en conseils et services durant 3 jours. Ces opérateurs vont prospecter le marché sénégalais à la recherche d'opportunités d'affaires. Jean-Djibril William est allé à leur rencontre ce matin. C'était à l'occasion d'une visite au port autonome de Dakar. L'objectif ici est de rencontrer le plus d'entreprises. On a des services, on a une expertise qu'on cherche à exporter vers des pays. Aujourd'hui, c'est simple. L'Afrique offre les perspectives de croissance les plus intéressantes au monde. Et parmi tous ces pays qui peuvent être intéressants au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est celui qui offre le plus de garanties aux investisseurs, notamment marocains. Donc dans cette logique, s'implanter ici à Dakar nous permettrait d'en faire un hub régional, un point d'accès vers tous les pays limitrophes, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun. Nous venir ici, c'est des perspectives de croissance très intéressantes pour notre entreprise et c'est des perspectives très intéressantes pour le Maroc dans son intégralité. Une petite note de culture dans ce journal avec le vernissage des expositions tenues ce mercredi au musée Théodore Monod de Dakar. Les 6 commissaires invités ont tous collaboré avec des talents pour offrir au public des performances de danse à la hauteur de l'événement. Kodou Sène et Sanoussi Sané étaient de la partie. Des yeux suivant le moindre mouvement des corps musclés, concentrés et relâchés au rythme de la musique, la performance des 4 danseurs de la compagnie Artea Culture de Dakar a conquis son public venu des 4 coins du globe, assisté au vernissage des expositions tenues ce mercredi au musée Théodore Monod de Dakar dans le cadre de la Biennale. To make good things and to grow, you have to first destroy. Pour faire de bonnes choses et évoluer dans la vie, il faut d'abord détruire ce qui existait. Et aussitôt, tu commences à construire. Une fois que ça atteint le niveau voulu, tu détruis une nouvelle fois, ainsi de suite. Dans la vie, quand quelque chose se passe mal, cela veut dire qu'il y aura un changement et que tout ira mieux qu'avant. C'est le message qu'on a voulu transmettre à travers cette chorégraphie. Seule l'expression et les mouvements des corps des danseurs ont suffi aux spectateurs pour décrypter le message caché dans la chorégraphie. Le spectacle a séduit plus d'un. On sent le mouvement du corps qui s'autodétruit et qui renaît de ses restes. Des fois, tu te dis, ok, le corps se ramollit, mais après, il reprendra sa forme et redeviendra encore plus fort. La performance était simplement grandiose. Pour ces jeunes danseurs et leurs encadreurs, la Biennale de Dakar, plus qu'un rendez-vous culturel, est une aubaine. Je pense que ça va leur apporter une visibilité et peut-être un plus à la danse aussi en général ici à Dakar. De l'Inde, Italie, Cameroun, Corée, Espagne ou encore du Brésil, les 6 commissaires invités du jour ont tous collaboré avec des artistes sénégalais, de jeunes talents qui n'ont pas manqué de démontrer leur maîtrise des danses d'ici et d'ailleurs. La Biennale, c'est aussi l'occasion pour beaucoup de touristes de visiter le Sénégal. Le secrétaire général de la Biennale 2014, Babacar Mbaye Diop, revient sur l'apport de l'événement à l'économie du pays. Ces propos sont recueillis par Kodou Sène et Sanoussi Sané. La Biennale est un moment important
Je crois que si l'État avait mesuré l'importance de la Biennale sur le plan économique, que la Biennale en tout cas reçoit beaucoup de monde, des gens qui viennent de partout. Là vous avez vu ce matin, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Europe, des États-Unis, du Canada et tout, des pays asiatiques. Donc c'est un moment important et les touristes qui viennent sont logés à l'hôtel, ils mangent dans nos restaurants, ils prennent nos taxis. Donc il y a une activité économique importante qui n'est pas négligeable. Et puis il y a beaucoup d'autres aussi petits boulots à côté et qui font que les gens en bénéficient. Donc c'est important. Il y a un aspect économique important et qui n'est pas négligeable. Nous parlons toujours de culture dans ce journal. Risque d'annulation du festival de jazz de Saint-Louis. Les inquiétudes se sont levées. L'événement culturel aura finalement lieu. Les négociations entre les autorités administratives locales et les organisateurs ont sauvé l'édition 2016 du festival de jazz de Saint-Louis. L'ouverture de ce rendez-vous aura donc lieu le mercredi 11 mai comme prévu. Face à la presse ce mardi, Driss Benjeloun, membre du comité d'organisation, a précisé qu'il n'y a jamais eu de refus de leur part de contribuer aux efforts de sécurisation du festival. Cependant, il estime que le festival de jazz de Saint-Louis est devenu un projet gigantesque qui demande d'importants moyens sécuritaires que les organisateurs ne peuvent pas à eux seuls supporter. En Mauritanie, le président de la République a informé la suppression du Sénat. Sans donner de date, Mohamed Ould Aziz veut remplacer cette institution par des conseillers régionaux en visite de 2 jours à Néma au sud-est du pays. Ould Aziz s'est prononcé implicitement sur son éventuel 3e mandat. Les détails avec Amadou Sabarba. C'est dans un meeting politique à Néma que le président mauritanien a annoncé une réforme constitutionnelle ce mardi sans préciser de date. C'est pour supprimer le Sénat. Mohamed Ould Aziz a reproché au Sénat, la chambre haute du Parlement formée de 58 membres et dominée par la majorité présidentielle, d'alourdir les processus d'adoption des lois. Il suggère de créer des conseils régionaux dont les élus seront constitués de ressortissants des régions. C'est pour veiller au développement économique et social de la Mauritanie. À cette occasion, Mohamed Ould Aziz tend la main à l'opposition pour un dialogue autour de ces changements constitutionnels. Égal à lui-même, le président de la Mauritanie donne un délai de 3 ou 4 semaines à ses opposants pour prendre leurs décisions afin de participer à ce débat. Les dernières élections sénatoriales en Mauritanie remontent en 2010. Lors de ce meeting politique, le président mauritanien a implicitement évoqué son éventuel 3e mandat qui fait d'ailleurs objet de polémiques entre l'opposition et le gouvernement actuel. Même ses ministres vantent son mérite d'avoir plus de 2 mandats. Mohamed Ould Aziz est arrivé au pouvoir en 2008 par un coup d'État. Il a été élu en 2009 puis réélu en 2014 pour un 2e mandat de 5 ans. La page internationale de ce mercredi nous mène d'abord au Tchad où le Conseil constitutionnel confirme la réélection du président Idriss Déby pour un 5e mandat. Et puis au Kenya, une petite fille de 7 mois a été retirée vivante des décombres après l'effondrement d'un immeuble. Suivons les développements avec Fatou Cissé. Idriss Déby Itno est officiellement réélu président du Tchad. Le Conseil constitutionnel a validé mardi le résultat du 2e tour de l'élection présidentielle. 59,92% des voix lui sont attribuées. Idriss Déby accomplira un 5e mandat 26 ans après son arrivée au pouvoir. Le Conseil a rejeté la demande d'annulation du scrutin introduite par 8 candidats le 29 avril dernier. Les opposants entendent contester ce résultat. Au Kenya, un bébé de 7 mois a été retiré vivant des décombres 4 jours après l'effondrement d'un immeuble dans un quartier pauvre de Nairobi. Un effondrement qui a causé la mort de 23 personnes, d'après la police et la Croix-Rouge kenyane. La petite fille, dénommée Delarine Sezi, a été hospitalisée pendant quelques heures dans un centre de santé à Nairobi. Les médecins ont confirmé qu'elle était en bonne santé et l'ont ensuite remise à son père. Delarine a passé près de 88 heures dans une bassine enveloppée dans une couverture et était déshydratée mais pas blessée selon la Croix-Rouge. Le chef de la police de Nairobi a parlé de miracle. Il a souligné que les secouristes poursuivaient leurs efforts pour essayer de trouver d'autres survivants. Voyager dans l'espace Schengen sera bientôt possible sans visa pour les Turcs.
La Commission européenne a donné mercredi son feu vert à un assouplissement des règles. En échange, la Turquie devra remplir certaines conditions comme l'amélioration de la lutte contre la corruption, a précisé Frans Timmermans, le vice-président de la Commission européenne. La fin des visas serait une victoire pour le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. C'est l'une des principales conditions posées par la Turquie à l'accord sur la prise en charge des migrants. Le Parlement européen et les États membres ne se sont pas pour le moment prononcés sur cette mesure très controversée en Europe. Un gigantesque feu de forêt a déclenché depuis mardi dans la ville de Fort McMurray au Canada. Les 100 000 habitants de la commune ont reçu l'ordre d'évacuer en urgence. Plusieurs routes ont été coupées par l'avancée du feu. Les personnes évacuées ont été accueillies dans d'anciens villages de bungalows pour travailleurs de la région, partiellement désertés il y a 2 ans. Aucune victime n'est à déplorer pour le moment, mais les dégâts matériels sont très importants. Une centaine de pompiers tentent de combattre les flammes et sauver des victimes, avec l'appui de 9 avions d'eau et une dizaine d'hélicoptères. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe technique. Bonsoir à tous.